Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Cordaya, médecin chef de clinique au service de médecine tropicale et humanitaire aux hôpitaux universitaires de Genève. Ensemble, ils abordent les risques liés au voyage pendant la grossesse. Un épisode essentiel pour mieux accompagner les femmes enceintes dans leurs déplacements. Restez à l'écoute, un second épisode consacré à la prévention sera diffusé très prochainement. Bonjour Romain et bienvenue sur le micro des gynécos pour discuter aujourd'hui voyage et grossesse. Bonjour Océane, merci de l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que on peut introduire le sujet par des généralités, si ça te paraît pertinent? Qui voyage pendant la grossesse, à quel moment et où? Oui, alors déjà, oui, pour reprendre un petit peu le contexte, c'est assez bien de savoir un petit peu quand c'est le meilleur moment pour voyager quand on est enceinte. Alors pour ça, on s'accorde assez volontiers pour dire que le deuxième trimestre, c'est le meilleur moment pour voyager. Le premier trimestre, on a les symptômes qui rendent la maman inconfortable, que vous connaissez bien. Et puis, on a surtout le risque de fausse couche jusqu'à 10-12 semaines d'aménorrhée, qui peut être problématique, notamment avec l'accès aux soins. Alors, on parle particulièrement des voyages dans les régions tropicales. Il y a aussi les risques de grossesse extra-utérine. De la même manière, pour le troisième trimestre, on a les risques d'accouchement prématuré, de prééclampsie et le manque d'accès aux soins lors des accouchements et puis les soins néonataux. Donc, de manière globale, le deuxième trimestre est le meilleur moment pour voyager. Pour le où, eh bien, c'est surtout la considération de l'accès au système de santé et de la qualité du système de santé. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur le voyage plutôt en zone tropicale puisque c'est mon domaine. Mais c'est clair que vous imaginez bien qu'en cas d'urgence obstétricale ou médicale, eh bien être sur une très belle île déserte, ça peut être un peu problématique pour avoir accès à un système de santé rapidement et efficacement pour nos problèmes. Et ça, c'est finalement un enjeu que souvent les femmes enceintes vont pas forcément catégoriser comme risque important. Donc finalement, le où, il est assez important quand on pense à la santé materno-fœtale en voyage. Et puis le comment, par exemple, l'avion. On sait que quand on prend l'avion, on a une petite hypoxémie. La pressurisation des cabines, ça correspond à environ 1 800-2 500 mètres d'altitude. Généralement, c'est très bien toléré hein, si la maman est en bonne santé. Il y a aussi quelques petits risques comme la thrombose veineuse. Mais ça, on va y reparler un peu plus tard. En tout cas, la plupart des compagnies aériennes autorisent le vol jusqu'à 36 semaines généralement de grossesse. Pour les bateaux et les croisières, c'est beaucoup plus restrictif. C'est plutôt aux alentours des 24 semaines parce que là encore, l'accès aux soins peut être retardé. Et puis, il peut y avoir aussi des risques de chute en cas de forte ou d'infection. Donc ça résume un peu le côté général par rapport au voyage. Oui et merci pour ce résumé. Concernant les compagnies aériennes, il n'y a pas de différences qui sont faites en général, que ce soit un vol court ou un long courrier? Non, pas tellement, en tout cas à ma connaissance. C'est surtout en fait, la fin de la grossesse qui est problématique, pour le risque d'accouchement en vol. Donc, ça peut survenir assez rapidement. De toute manière, l'avantage en tout cas des avions, c'est quand même généralement assez rapidement, ils peuvent atterrir, mais à ma connaissance, il y a pas tellement de distinction sur les vols long courriers et court courrier, mais je peux me tromper sur ce sujet. Quels sont les risques, spécifiques, liés au voyage d'un point de vue obstétrical ou infectieux, dont tu informes les patientes? Donc concernant les aspects obstétricaux, il existe une liste de contre-indications au voyage, pour les femmes enceintes. C'est une liste qui a été établie par le CDC, le Center for Disease Control, hein, donc c'est un organisme américain qui établit en fait une liste des contre-indications absolues dans laquelle on retrouve par exemple, des choses qui peuvent paraître relativement triviales, hein, pour les obstétriciens, comme l'hématome rétroplacentaire, le travail actif, l'incompétence cervicale, la rupture des poches des os. Donc, tout ce qui a trait finalement, aussi, à l'accouchement imminent. Et puis, il y a aussi une liste de, contre-indications relatives qui, doivent, à mon sens, être discutées entre l'obstétricien et éventuellement le spécialiste de médecine des voyages, au cas par cas, en fait. Dans cette liste, on va retrouver, par exemple, l'infertilité et l'accès à la procréation médicalement assistée, les antécédents, de fausses couches, nombreux, la grossesse multiple, le placenta prévia, la présentation anormale,
Donc voilà, il y a certains aspects sur lesquels on peut discuter. En tout cas, en termes d'aspects obstétricaux, ce qu'il faut quand même considérer, et ça c'est aussi un aspect qui est sous-estimé, eh bien finalement c'est ce risque de fausse couche du premier trimestre qui concerne, comme vous savez, environ 15 à 20% des grossesses. Il peut y avoir également les menaces de fausse couche. Ça, c'est vraiment quelque chose au premier trimestre qui challenge en fait le voyage, puisqu'on va avoir des états de stress qui peuvent être très importants si on a cette expérience pendant le voyage, et puis qui pose aussi le problème de l'accès au système de santé, et éventuellement du rapatriement. Il faut savoir que pour pouvoir reprendre l'avion, il faut être stable, il faut pas avoir de saignement, pas de douleur depuis plus de 24 heures. Donc, dans certains cas de figure, finalement, la fausse couche va se compléter lors du voyage, et ça peut être une situation qui peut être assez désagréable, surtout si on a besoin d'un curetage ou d'accès au système de santé, et que finalement, des endroits où on n'a pas tellement d'accès au système de santé. Donc ça, c'est quand même un risque finalement qui paraît assez important pour le voyage en début de grossesse. Dans les autres risques obstétricaux, il y a finalement les symptômes de la grossesse, comme les nausées. Plus de la moitié des grossesses des femmes enceintes vont avoir ces symptômes. Il peut y avoir aussi le syndrome de l'hyper-MS gravidique. Donc on se rend bien compte qu'il va y avoir un inconfort lors du voyage. Les symptômes, ils vont accompagner la femme enceinte lors du voyage. Ils peuvent être même plus importants. Et l'accès, encore une fois, au système de santé peut être problématique. Donc, ça, c'est, je dirais, les risques principaux d'un point de vue obstétrical pour le voyage, et notamment le voyage en milieu tropical. Et concernant les risques, infectieux spécifiques, comment tu formules l'information des patientes? Alors, on va se concentrer sur les maladies, je dirais, principales, mais il y a 2 grosses catégories. La première, c'est les maladies transmises par l'alimentation. On sait que, il y a des changements physiologiques lors de la grossesse, comme la diminution de l'acidité gastrique, le ralentissement du transit intestinal. Et ça met probablement les femmes enceintes bien plus à risque d'attraper ces maladies transmises par l'alimentation. Dans ces maladies transmises par l'alimentation, on va citer en premier lieu les diarrhées du voyageur, diarrhée du voyageur ou la tourista. Ça concerne 30 à 70% des voyageurs de manière traditionnelle. La plupart du temps, c'est des causes bactériennes. Il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés, comme le fait d'aller dans des hôtels all inclusifs ou des séjours avec des destinations multiples. Et puis, ça va impacter les voyageurs puisque ça va changer les plans de voyage. Voilà, on n'a pas de données solides sur diarrhée des voyageurs et femmes enceintes, mais clairement, on s'attend à faire des maladies un peu plus sévères, avec un risque de déshydratation qui est un peu plus important chez la femme enceinte. Concernant les autres maladies infectieuses transmises par l'alimentation, il y a par exemple la toxoplasmose qu'on parle très fréquemment dans vos consultations. Et il faut savoir que la prévalence de la toxoplasmose est la plus basse dans le monde en Europe. Donc clairement, on a des endroits en dehors de l'Europe où il y a encore plus de toxoplasmose. Donc ça a d'autant plus d'intérêt de faire attention avec l'alimentation. Et puis il y a le volet des hépatites, notamment hépatite A, qui est acquis par l'eau qui est contaminée. Il y a une association avec un risque de prématurité, particulièrement si l'infection est liée au 2e ou au 3e trimestre. Il n'y a pas tellement d'augmentation de mortalité maternelle ou infantile, mais ça peut quand même être problématique. Et puis là, la prévention, hygiène des mains, de l'eau et de la nourriture, elle est essentielle. Et surtout, on a une vaccination qui est efficace et qui est sûre. L'autre hépatite que j'aime bien mentionner, c'est l'hépatite E, qui effectivement est assez peu connue du grand public parce que quand on est immunocompétent, c'est une maladie qui est peu sévère. Mais certains sérotypes présents dans les pays tropicaux et transmis également par l'eau sont associés à des risques de mortalité aux alentours de 15 à 25%. Donc c'est hyper sévère, avec aussi des données sur la fausse couche et la mortinatalité qui sont aux alentours des 50%. Et là, malheureusement, on n'a pas de vaccination qui est disponible pour le voyageur. Donc les mesures de prévention sont essentielles pour prévenir cette maladie très sévère, mais heureusement très rare. Oui, intéressant. Et concernant les risques, infectieux vectoriels, comment tu formules, l'information? Oui, alors les maladies transmises par les moustiques, c'est très intéressant. On sait que les femmes enceintes attirent 2 fois plus les moustiques que les femmes non enceintes, hein. Ça, c'est une étude effectuée en Gambie il y a plusieurs années de ça qui l'a montré. Donc encore un facteur de plus de risque pour nos patientes enceintes. C'est probablement expliqué par l'augmentation du CO2 expiré, qui est un puissant attracteur pour le moustique. Donc c'est particulièrement vrai
probablement au milieu et fin de grossesse. Et puis aussi d'autres étiologies qui ont été identifiées, hein, comme par exemple l'augmentation de la température corporelle, qui est aussi attractive pour le moustique, ou les sécrétions de molécules plus attractives également. Et puis il y a aussi des facteurs comportementaux. Si on prend l'exemple de l'anophèle, qui est le vecteur de la malaria, c'est un moustique qui pique la nuit. Et puis quand on est en fin de grossesse et qu'on est dans un pays endémique pour la malaria, on va dormir sous une moustiquaire, on va se protéger comme ça des piqûres de moustiques, mais on va peut-être avoir plus envie d'aller faire pipi la nuit, et à ce moment-là, on va sortir de notre moustiquaire et probablement se faire piquer. Donc, il y a plusieurs facteurs en tout cas qui ont identifié le fait que les femmes enceintes sont plus attrayantes pour les moustiques, et ça, c'est un gros sujet quand on voyage dans des régions tropicales. Donc si on prend la première maladie et la plus importante, c'est la malaria. La malaria, c'est plus de 260 millions de cas en 2023. C'est plus de 5 000 cas reportés en Europe après un voyage en 2022. Donc ça reste la maladie vectorielle la plus importante. C'est responsable d'une mortalité d'environ 50% pour les femmes enceintes en région d'Afrique subsaharienne. Donc c'est très élevé. Et c'est une maladie qui est présente sur globalement toutes les régions tropicales. Pourquoi c'est si sévère pour les femmes enceintes? On a identifié en tout cas des risques de complications qui sont plus élevés et de mortalité qui peuvent aller jusqu'à 50% en cas d'infection sévère. Et ça, c'est expliqué par l'immunodéficience maternelle qui probablement explique une parasitémie plus élevée, du coup une atteinte d'organes secondaires qui est plus importante. Puis aussi un autre phénomène très intéressant, c'est la séquestration placentaire du parasite. Le parasite qui fait l'infection dans les érythrocytes va se coller en fait à la membrane endothéliale dans le placenta et va diminuer du coup les échanges au niveau du placenta, et ça augmente énormément le risque de fausse couche et de mortinatalité. Et puis par la même occasion, nos examens peuvent être négatifs puisque quand on fait un frottis sanguin, on peut louper le parasite. Donc la malaria, c'est vraiment un aspect qui est important. Alors peut-être juste pour la prophylaxie de la malaria, j'y viens maintenant. Heureusement, on a des médicaments qui existent, qui sont efficaces et qui sont relativement safe pendant la grossesse. Alors je sais qu'en France, vous avez moins l'habitude, mais en tout cas nous en Suisse, on a comme premier choix la mefloquine, qui est un médicament qui a quand même pas mal de données chez les femmes enceintes. Alors il faut pas avoir de contre-indication à ce médicament parce qu'il a des effets secondaires qui restent faibles, mais qui sont présents et principalement neuropsychiatriques. Mais pour nous, en tout cas, ça reste la première molécule d'utilisation en termes de données de sécurité. Et puis, en deuxième choix, on utilise aussi volontiers la Malarone, qui, voilà, il y a une évidence qui est relativement faible sur la Malarone, mais en tout cas, toutes les études qui testent, qui ont vu en tout cas les femmes enceintes mises sous ce traitement-là n'ont pas mis en évidence d'effets secondaires majeurs. Donc, pour nous, ça reste aussi une aiguille tout à fait utilisable. En prophylaxie, je le rappelle, pour les régions endémiques avec un haut risque. Et pas d'effet indésirable psy? Alors, les effets indésirables clés de la mefloquine sont assez stigmatisés. Ils sont présents, hein, mais c'est quand même moins de 10% des gens qui les ont. Ces effets sont généralement passagers et n'ont pas de conséquences à long terme, hormis si on a déjà eu un épisode dépressif, une épilepsie dans le passé. Et ça, c'est des questions qu'on doit évidemment poser aux voyageurs avant toute prescription. Mais en absence d'antécédents, on prescrit volontiers ce médicament. Et finalement, les gens s'en plaignent pas beaucoup plus que ça. OK, intéressant. Donc ça, c'est pour la malaria. L'autre point assez important quand on parle de maladie vectorielle et pour les femmes enceintes, c'est la fièvre dingue. La fièvre dingue, c'est une maladie qui est endémique dans la plupart des régions tropicales. C'est 14 millions de cas reportés en 2024, 3 800 cas reportés en Europe en 2023. Donc ça reste une maladie aussi tropicale qui est très présente. Et puis dans la grossesse, on sait qu'il y a une augmentation de risque de faire une forme sévère pour la dengue, et on a surtout un risque de complications hémorragiques si l'infection a lieu pas très loin de l'accouchement. Il y a assez peu de données dans la littérature sur le timing, le mode de l'accouchement ou de déclenchement, mais ça reste une problématique à penser puisqu'elle est quand même très fréquente. Et puis, il y a quand même des données sur la mortalité maternelle sur des séries qui ont été effectuées dans les pays d'Amérique du Sud, principalement au Brésil.
on a vu dans certaines séries des augmentations de risque de x3 pour la mortalité maternelle. Donc ça reste quand même un peu plus important. C'est une maladie de base qui est peu mortelle chez les voyageurs en bonne santé, moins de 1%. Mais pour les femmes enceintes, eh bien, il y a aussi une association de risque. Et là, les auteurs décrivent plusieurs hypothèses pour ça. Mais clairement, l'augmentation du risque hémorragique est en tête, l'augmentation de la préclampsie également, puis aussi un retard diagnostique par rapport aux formes sévères qui est évoqué. Il y a aussi des données sur la fausse couche et la mortalité qui sont légèrement augmentées et de retard de croissance. Voilà, donc c'est une maladie qui reste quand même plus problématique d'un point de vue maternel que fœtal, mais qui est très présente. Et là encore, pour le petit point de la prévention, il faut bien se renseigner sur les épidémies en cours avant le voyage et se protéger contre les piqûres de moustiques, mais ça, on va y revenir après. Et puis finalement, le dernier maladie que j'aimerais parler, car c'est le sujet d'inquiétude numéro un des femmes enceintes qui viennent à la consultation, bah, c'est Zika. Alors Zika, il faut remettre un peu le contexte. C'est moins de 1 million de cas reportés dans les 10 dernières années. C'est 34 cas reportés en Europe en 2022. C'est une maladie qui est présente partout sous les tropiques, mais finalement avec une prévalence, comme vous pouvez le voir, qui est beaucoup plus basse. Et puis là, on a des données assez solides sur Zika. Il y a une très grosse méta-analyse effectuée en 2021 qui avait analysé plus de 35 000 patientes enceintes Zika positif. Et puis le taux de complications qui nous inquiète, c'est les malformations cérébrales congénitales. Eh bien, le taux d'anomalie cérébrale, toute anomalie confondue, est aux alentours de 6% dans cette méta-analyse. Donc bien sûr, ça reste plus élevé que dans la population générale, mais ça reste encore relativement faible si on prend ça plus la prévalence globale de la maladie qui est aussi basse. Donc finalement, si on donne des bons conseils de prévention, la plupart du temps, le risque, il est en tout cas gérable. Et voilà. Après, évidemment, c'est une décision partagée entre les spécialistes de la santé et puis la femme enceinte. Mais on a aussi des données épidémiologiques, donc il faut évidemment s'assurer de ne pas envoyer une femme enceinte dans une région avec une épidémie pour Zika. Mais ça, maintenant avec les surveillances internationales, on a des données assez rapidement fiables sur la présence d'épidémies ou d'endémies de certaines maladies. Voilà, ça c'était pour les aspects infectieux. Et concernant les risques non infectieux liés au voyage, quels sont-ils? Alors, pour les principes, on va encore une fois se focus sur les risques principaux par souci de temps, mais on peut évoquer la thrombose veineuse profonde. C'est un risque qui est augmenté en cas de voyage prolongé. Au-delà de 4 heures d'avion, on sait qu'il y a un risque qui est discrètement augmenté. Il y a aussi un autre risque, c'est la grossesse, comme vous savez. Alors, le risque absolu reste relativement faible. C'est une estimation aux alentours des 1,7 sur 1000 grossesses, alors qu'on est plutôt aux alentours des 0,6 sur 1000 grossesses sans voyage. Donc voilà, mais c'est quand même un petit risque qui a augmenté. Pour ça, en tout cas, on recommande de bien s'hydrater pendant les vols, de bouger dans l'avion en faisant des exercices isométriques au niveau des mollets ou en marchant dans l'avion, et puis de porter des bas de contention. Dans certains cas de figure, en cas de maladie thromboembolique veineuse, d'antécédents de thrombose veineuse, on peut également prescrire une héparine de vapeur moléculaire pour le jour du voyage et les jours suivants, et ça reste des indications qui sont relativement rares. Donc, concernant un autre risque à discuter, c'est l'activité physique. On va recommander aux femmes enceintes d'éviter les activités qui peuvent entraîner une chute et un traumatisme abdominal au vu des risques de décollement placentaire, de contact sanguin entre le fœtus et puis la maman. Et évidemment, dans ces cas-là, d'orienter vers un contrôle obstétrical pendant le voyage, évidemment. On va aussi recommander d'éviter la plongée en bouteille, qui est associée à des accidents de décompression et des embolies gazeuses fœtaux. Mais par contre, tout ce qui est activité physique relativement habituelle, comme le jogging, la natation, le snorkeling, ça va assez bien pendant le voyage. On peut aussi mentionner l'altitude. Alors, il y a pas mal de données en fait sur l'altitude des femmes enceintes. Concernant le court séjour en altitude, les données sont très rassurantes quand on monte en altitude pour peu de temps. Finalement, il n'y a pas tellement de risques de fausses couches ou de complications similaires dans les séries que j'ai étudiées.
Bien évidemment, c'est quand même des séjours qui sont pas forcément en très haute altitude. Et puis, les séries regroupaient les femmes enceintes à tout trimestre, donc également au 1er trimestre où on est aussi moins symptomatique. En tout cas, ce qu'on recommande pour l'altitude, eh bien, ça va être de faire une ascension qui est lente, d'éviter de dormir quand même au-delà de 3600 mètres d'altitude. Puis attention aux mal aigus des montagnes, hein, qui se présentent sous forme de nausées, céphalées, insomnie, finalement des symptômes assez fréquents pendant la grossesse, donc qui peuvent se masquer. La maladie peut être sous-diagnostiquée, donc pas hésiter à redescendre en altitude si on a des symptômes. Évidemment, l'accès aux soins médicaux est aussi une problématique dans les séjours en altitude et c'est à considérer. La prévention du mal aigu des montagnes, qui est chez le voyageur traditionnel effectuée par l'acétazolamide, est contre-indiquée lors de la grossesse, mais encore une fois, c'est plutôt à cause d'un manque de données qu'à cause d'une tératogénicité objectivée. Et puis, on peut parler également très rapidement des risques environnementaux, la qualité de l'air qui peut altérer la clearance mucociliaire, possiblement faire plus d'infections respiratoires ou les températures extrêmes. On sait que les femmes enceintes ont une thermorégulation qui est moins efficace et on peut du coup avoir des phénomènes de coups de chaleur et il faut aussi se méfier, bien boire et éviter les températures extrêmes. Merci Romain, c'était vraiment intéressant. On a revu des points de la physiologie de la grossesse que clairement on ne connaît pas assez. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi, Océane. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.